Alors, bonjour à tout le monde. Hello. As you noted, Comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas Michael Levitt. Je vais présider la réunion d'aujourd'hui car Michael Levitt est absent et Erin O'Toole, qui est vice-président du comité, n'est pas là non plus. 138e réunion et on continue l'étude sur les menaces qui pèsent sur la démocratie libérale en Europe. Et pour ce faire, nous avons deux témoins pour commencer. En premier lieu, de Londres, en Angleterre, Anne Applebaum. Elle est historienne lauréate du prix Pulitzer, chroniqueuse au Washington Post et professeure de pratique à l'Institute of Global Affairs de la London School of Economics. Ses publications comprennent Gulag, A History, Iron Curtain, The Crushing of Eastern Europe, 1944-1956, and Red Famine, Stalin's War on Ukraine, that was published in 2017. Ms. Applebaum, welcome to the committee. Bienvenue au comité. En Pologne, Rafał Pankowski, qui est professeur agrégé au Collegium Civitas de Varsovie et aussi cofondateur de l'association Plus Jamais Ça, qui se décrit comme la principale organisation antiraciste de Pologne. Ses publications comprennent Neo-Fascism in Western Europe, A Study in Ideology, Racism in Popular Culture, and the Populist Radical Right in Poland, The Patriots. Monsieur Pankowski, bienvenue au comité. Et si vous voulez, on va commencer maintenant avec Mme Applebaum pour environ 10 minutes et nous suivrons ensuite avec Monsieur Pankowski. Mme Applebaum, à vous. Merci beaucoup. Je suis ravie de comparaître ce matin via vidéoconférence. Je ne pouvais être sur les lieux, mes excuses. J'ai regardé qui a témoigné avant moi. Vous avez déjà commencé cette étude sur les menaces à la démocratie libérale en Europe. Vous avez invité d'autres témoins. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les médias et l'environnement de l'information qui contribuent au déclin de la démocratie en Europe et ailleurs. Et je me concentre là-dessus à titre de professeur. Il s'agit d'un moment révolutionnaire. Tant d'élections dans tant de démocraties qui surprennent des groupes nationalistes et xénophobes prennent de plus en plus d'ampleur aux États-Unis, au Brésil, en Pologne aussi. La presse écrite était très importante au 15e siècle et aujourd'hui, les médias sociaux ont miné le modèle d'affaires des médias traditionnels que l'on avait au cours des 200 dernières années, mais également les institutions qui y sont liées. De grands journaux disparaissent partout dans le monde. On se concentrait sur l'objectivité, on écrivait dans l'intérêt de la population, mais ces valeurs sont en déclin. Avec les médias sociaux, on peut maintenant tenir ces conversations nationales. Les diffuseurs doivent être neutres en matière politique, mais dans de petits pays en Europe, il y a eu une montée des médias très partisans qui sont liés à certains groupes d'affaires, entre autres. Il n'y a pas de journaux ou de diffuseurs qui sont neutres. Le résultat, la polarisation. Il y a beaucoup de divisions. Le centre disparaît. Dans bon nombre de démocraties, aux États-Unis, en Pologne, il n'y a plus de débat ou de narratif commun. On ne parle pas seulement de différents points de vue ici. Les gens n'ont plus les mêmes faits. Pour un groupe, les choses sont vraies, pour l'autre, elles sont fausses. Les médias sociaux accélèrent et accentuent ce phénomène car ils permettent aux gens de voir seulement les nouvelles et les opinions qu'ils veulent entendre à l'aide d'algorithmes. Ces algorithmes créent différents groupes sur les médias sociaux. Ces groupes qui partagent une certaine vision du monde. Cette polarisation a différentes incidences et mine la démocratie. Il y a de moins en moins de confiance
et moins d'institutions démocratiques neutres. Donc ici, la police, la branche judiciaire et certains gouvernements. De plus, il y a une incidence sur les partis politiques traditionnels qui étaient basés sur différents organismes comme les églises ou les syndicats. Maintenant, de plus en plus de gens s'identifient avec des groupes ou des organismes qu'ils trouvent en ligne ou des idées et des thèmes qu'ils trouvent dans le monde virtuel. Ce phénomène a également mené à plus de fragmentation et à augmenter la partisanerie. Ces nouveaux réseaux d'information, avec sa division, mènent davantage à la propagation de rumeurs et de fausses informations et mènent également à des campagnes de manipulation. Pour être franche avec vous, et cela a été prouvé dans différentes études, les gens qui sont très partisans sont plus susceptibles de croire de faux renseignements. Nous savons maintenant que le gouvernement russe a été le premier à comprendre les possibilités de ce nouveau réseau d'information et à déployer des opérations de trolls sur des pages Facebook pour augmenter la polarisation, pas seulement aux États-Unis, mais également en Royaume-Uni, en Allemagne, en France et partout en Europe de l'Est. Par exemple, j'ai participé à un projet d'analyse de données un mois avant les dernières élections au Bundestag et nous avons vu que le parti d'extrême droite populiste avait boosté son message sur les médias sociaux à l'aide de trolls, de robots provenant de la Russie. Donc, on répète des messages de division à l'égard de l'immigration, des messages contre Merkel, par exemple. Il y a certains groupes qui lisent ces nouvelles chaque jour. Ça ne se retrouve pas nécessairement dans les médias traditionnels, mais ça a contribué au clivage. Il y a des mouvements politiques, des compagnies privées qui utilisent ces techniques. C'est peu coûteux, ça prend peu de temps d'utiliser ces initiatives. On n'a pas besoin d'équipements spécialisés. Et cela se passe déjà au Canada. Il s'agit de méthodes peu coûteuses qui peuvent être employées pour influencer le débat public. Le point le plus important que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas d'institution qui est en mesure de mettre fin à ce genre de manipulation. Les gouvernements démocratiques ne vont pas censurer l'Internet. Si on le faisait, il n'y aurait plus d'indépendance. L'OTAN, les institutions internationales ne peuvent s'attaquer à ce problème non plus. Les services de renseignement ne peuvent pénétrer dans ces écochambres, dans ces groupes. Les compagnies de technologie pourraient aider à régler le problème, mais pour le moment, il n'y a pas de mesures incitatives qui leur sont données pour le faire. Facebook et Twitter ont créé les algorithmes qui ont propagé les théories de complot, de colère, plus que la vérité, ce qui a mené à la montée du populisme. Censurer Google et Facebook à long terme ne réussira pas à long terme. Il faut donc trouver des solutions. Des universitaires tiennent des débats là-dessus pour améliorer la confiance de la population. Il y a des sites Web qui vérifient les faits qui ont été créés, entre autres. Je pourrais vous dire qu'il faut se souvenir d'un précédent à ce moment historique. Dans les années 20 et 30, les gouvernements démocratiques ont été mis à l'épreuve par le nouveau mouvement fasciste en Europe avec Hitler et Staline qui ont utilisé la radio et ils comprenaient que la technologie pouvait être utilisée pour provoquer la colère. Donc, est-ce qu'on peut utiliser cette technologie pour la démocratie? Eh bien, la BBC, dès le départ, a été mise sur pied pour informer, éduquer, divertir les gens, les rassembler.
pas pour transmettre seulement un genre d'opinion, mais pour améliorer la démocratie. Aux États-Unis, on a accepté un cadre réglementaire pour déterminer qui pourrait obtenir un permis de radio. Pour le Canada et les autres démocraties libérales, il faut se poser la question suivante. Il faut trouver l'équivalent de ces institutions dans le monde des médias sociaux. Quelles mesures feront en sorte que ces technologies fonctionneront pour la démocratie, pas seulement pour les actionnaires de Facebook? Ce n'est pas un argument en faveur de la censure. Non, nous voulons utiliser des règlements qui bonifieront la transparence, entre autres. On peut réglementer la publicité en ligne. Les gens doivent savoir pourquoi ils sont ciblés par des publicités politiques, par exemple. Des recherches nous montrent que le nombre de faux comptes sur Facebook est beaucoup plus élevé que ce que l'on croit. Donc, on pourrait demander à l'entreprise d'éliminer ces faux comptes. Il faut savoir si on interagit avec de vraies personnes ou avec des robots. À long terme, il y aura des solutions plus profondes. On pourrait, par exemple, avoir un média social qui favorise la conversation entre les gens. La démocratie, pendant très longtemps, a dépendu de renseignements fiables. Il faut se concentrer là-dessus. Ça prendra du temps avant que l'on trouve des solutions à long terme à ce problème. Je vais m'arrêter ici et je vais maintenant céder la parole à M. Pankowski. Merci beaucoup pour cet exposé. Et merci d'avoir respecté le temps qui vous était alloué. Monsieur Pankowski, maintenant vous avez environ 10 minutes. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être ici ce matin. Et c'est un honneur pour moi de comparaître aux côtés de Mme Applebaum. Au cours des dernières semaines, pendant vos discussions, un terme est revenu à plusieurs reprises. C'est un terme puissant que l'on utilise de plus en plus dans les discours universitaires et non universitaires au cours des dernières années, c'est-à-dire le fascisme. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre. Je voulais proposer ma propre définition, ma propre compréhension de l'idéologie fasciste. Eh bien, je vous dirai ce qui suit. Le fascisme est la politique de l'homogénéité politique totalitaire. La Pologne a grandement souffert en raison du fascisme sous l'occupation nazie. Le nom de mon organisation de société civile en Pologne, Plus jamais, n'est pas une coïncidence. Il faut également dire que la Pologne a également son propre mouvement fasciste. Aujourd'hui, en Pologne, ce mouvement ressurgit. Historiquement, la Pologne a été une des sociétés les plus multiculturelles, sinon la plus multiculturelle en Europe. Aujourd'hui, en raison des événements tragiques qui sont survenus pendant le 20e siècle, la Pologne est une des sociétés les plus homogènes en Europe. C'est un paradoxe. Un retour à la diversité et au multiculturalisme en Pologne serait un retour à la normalité. Malheureusement, nous voyons qu'en ce moment, on s'éloigne de la diversité comme valeur. On s'éloigne du consensus démocratique libéral. Cela m'inquiète. À titre de citoyen de la Pologne. Mais ici, cela ne touche pas seulement la Pologne.
Je ne veux pas paraître arrogant, mais reste que la transformation démocratique de la Pologne depuis 1989, dans les années 90, eh bien, il y a eu de grands changements. La transformation démocratique de la Pologne, à cette époque, a symbolisé la légitimité de l'ordre international après la guerre froide. On a beaucoup parlé des droits de la personne, de la démocratie libérale. Maintenant, revenons à la crise actuelle. En Pologne, à mon avis, cette crise symbolise une crise beaucoup plus large de l'ordre international après guerre froide. Quels sont les deux moteurs principaux, moteurs idéologiques principaux de cet éloignement de la diversité en Pologne? Eh bien, ils se retrouvent dans d'autres pays, l'islamophobie et l'antisémitisme. L'islamophobie. Il s'agit d'un phénomène relativement nouveau en Pologne. À un certain moment, ce mouvement a augmenté très rapidement. En été 2015, il y a eu la crise de réfugiés en Europe. Nous savons très bien que cette crise n'a pas vraiment touché la Pologne de façon directe. Par contre, cela a coïncidé avec une campagne électorale en Pologne, où des groupes d'extrême droite étaient en compétition les uns avec les autres, à savoir lequel de ces groupes serait le plus anti-immigrants, anti-réfugiés, anti-musulmans. Je crois que l'incidence de cette vague d'islamophobie se fait encore sentir aujourd'hui, malgré le fait que la communauté musulmane en Pologne est très petite. On parle d'environ 20 000 ou 30 000 personnes dans un pays de près de 40 millions de personnes. Le deuxième genre de discours haineux qu'il faut souligner est l'antisémitisme. Bien sûr, ce mouvement a une histoire beaucoup plus grande en Pologne et en Europe centrale et en Europe de l'Est. Le langage de haine à l'égard des Juifs est également le langage haineux utilisé contre les démocraties libérales. Donc, un langage qui va à l'encontre d'une société diverse. Une petite note personnelle ici. J'étudie ce sujet d'antisémitisme depuis près de 25 ans. Je ne suis pas souvent choquée, mais je ne croyais jamais que je verrais cette explosion de discours antisémitisme dans les médias polonais d'une telle ampleur, comme on l'a vu l'année dernière en Pologne. Le discours antisémiste plutôt, s'est grandement propagé, surtout dans les médias de masse contrôlés par l'État. Et ça faisait très, très longtemps que cela était arrivé en Pologne. Maintenant, la crise des démocraties libérales en Pologne. Il y a différents volets dont il faut parler. Vous en connaissez beaucoup, la liberté de presse, la liberté artistique. À mon avis, l'élément le plus grave qu'il faut souligner, ce sont les valeurs sociales et la culture. L'élément le plus alarmant de ce
ce bris des valeurs démocratiques libérales est le bris des valeurs humanistes et démocratiques au sein des générations plus jeunes. C'est un paradoxe. On croyait que les générations plus jeunes, nées dans une société démocratique, automatiquement seraient plus tolérantes, plus ouvertes que les générations de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ce qui est arrivé, c'est le contraire. Les idéologies xénophobes et radicales ont été transmises aux plus jeunes. À titre de scientifique social, je peux vous donner deux, trois chiffres qui illustrent tout cela. Par exemple, 22 plutôt 82 des jeunes entre 18 et 24 ans sont contre le fait d'accepter des réfugiés non européens en Pologne. Pour la population générale, c'est 72 %. Il y a un nouveau bloc politique en Pologne qui va participer aux élections du Parlement européen plus tard ce mois-ci. Il s'appelle Konfederacja, la Confédération. L'idéologie de ce nouveau bloc a été résumée par un de ses chefs, et c'est officiel. Nous ne voulons pas de juifs, d'homosexuels, d'avortement, d'impôts ou d'Union européenne. Fin de citation. Ce nouveau groupe attire les jeunes hommes qui ont entre 18 et 30 ans et ils ont 31 % du vote. C'est le groupe, l'option électorale la plus populaire parmi les jeunes hommes de ce groupe démographique de cet âge-là. Le deuxième groupe, c'est le Parti de la loi et de la justice, qui sont vraiment de la droite et qui ont 23 % des intentions de vote. Il y a beaucoup plus d'exemples qui montrent cette explosion d'attitudes xénophobiques, surtout parmi les jeunes en Pologne. Et cela nous indique que le problème va perdurer beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. Pour qu'on puisse passer à la ronde de questions. Yes. All right. Of course, Bien sûr. Si il y a des leçons à tirer de la Pologne et de ce qui s'y produit pendant les dernières années, les voici. Un cadre constitutionnel procédural d'une institution démocratique peut être miné par des déficiences dans la culture démocratique. Deuxième leçon, la participation du pays dans l'intégration régionale institutionnalisée ne garantit pas automatiquement le progrès vers une compréhension interculturelle et une identité inclusive. On ne peut pas prendre ces progrès pour acquis. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Pankowski, Madame Applebaum. La ronde appartient à Madame Cousy pour 6 minutes. Merci, Monsieur le Président, et thank you very much, Professor Applebaum. Merci, Professeur Applebaum et Monsieur Pankowski, d'être avec nous aujourd'hui. Madame Applebaum, j'ai le plaisir de siéger au comité trilatéral avec David Sanger et il a dit quelque chose de très percutant au sujet du cybercrime. Il parlait de la destruction de l'infrastructure et de la manipulation de données et de fausses nouvelles.
Mais maintenant que nous approchons de nos prochaines élections, je suis le porte-parole pour les institutions démocratiques et l'intégrité de notre processus électoral me préoccupe. Ici, nous pouvons identifier les acteurs étrangers, les cyberattaqueurs. Nous pouvons identifier leurs mobiles. Ils veulent exercer une influence globale. Mais bien sûr, il reste la question suivante. Vos propos m'ont beaucoup intéressé, ce que vous avez dit au sujet du fait que les compagnies technologiques n'ont aucun incitatif de prendre des mesures fermes. Ils n'ont pas pu être obligés à s'auto-réclamender avec succès. In other nations. But however, there is of course the Néanmoins, il faut arriver à un équilibre entre la liberté d'expression et l'intégrité des institutions démocratiques. Il faut aussi assurer l'intégrité des processus électoraux. Vos propos m'intéressent. Vous avez donné des exemples. Pourriez-vous résumer ces exemples, s'il vous plaît? Vous avez dit qu'il faut du temps pour appliquer les règlements d'autres domaines. Quels autres domaines pourraient offrir un bon cadre réglementaire? L'algorithme d'intérêt public m'intéresse aussi. Ici, les membres de nos agences de renseignement nous présentent leur position. Ils devraient peut-être faire un petit voyage à San José ou aux sièges sociaux de certaines entreprises pour prendre des idées. Also finally mention, I was a member of the Canadian Foreign Service. Je dois dire que j'étais membre du service diplomatique pendant 15 ans. I think it's really important to. It's not so much that you can copy. L'idée n'est pas vraiment de copier ce qu'on fait dans d'autres domaines, mais ce qu'on peut faire, c'est chercher des modèles. Il n'y a pas une seule solution à ce problème. Nous n'allons pas trouver le dispositif sur Internet qui va régler le problème. Il faut avoir une approche. Par exemple, quand avec les premières automobiles, on conduisait comme on montait à cheval, puis on a vu qu'il fallait des lignes sur la route, qu'il fallait des feux de circulation. On a aussi amélioré la construction des automobiles. Donc, le processus de réglementer les voitures et leurs utilisations a évolué avec le temps, tout comme la technologie des automobiles d'ailleurs. Il n'y aura pas une loi qui va tout régler, mais il y a des choses différentes, des mesures différentes que le gouvernement pourrait et devrait prendre. Par exemple, l'alphabétisme, l'apprentissage des médias. Les enfants doivent comprendre l'Internet. Il faut des messages publics, comme on a fait pour le tabagisme, pour aider les gens à utiliser l'Internet de façon responsable. Tôt ou tard, il va falloir qu'il y ait une réglementation des médias sociaux et des plateformes comme Google. Le Canada pourrait voir avec quel pays il pourrait travailler. Les règlements des pays isolés auront beaucoup moins d'impact, mais si certains pays peuvent se réunir en bloc, il y aura beaucoup plus d'impact. Les États-Unis, bien sûr, vont difficilement participer parce qu'ils préfèrent faire cavalier seul, mais il faut commencer à travailler avec d'autres pays. On a fait beaucoup de progrès au Royaume-Uni, ainsi qu'en France et en Allemagne. Il y a un débat public sur toutes ces questions. Il serait important pour le Canada
de faire partie de cette conversation. Pour ce qui est des règlements, nous devons nous éloigner de la notion que nous essayons de réglementer le contenu qui est sur Internet. Il n'y a pas quelqu'un dans un bureau qui va dire ceci est acceptable et ceci ne l'est pas. Il faut penser aux règles. Qu'est-ce qui est en train de créer ces chambres d'écho sur Internet? Quels sont les biais que contiennent les algorithmes? Voulons-nous restreindre l'anonymité? Est-ce qu'il ne devrait pas être plus difficile pour les utilisateurs de lancer des robots ou maintenir leur anonymat et lancer toutes sortes de messages? Merci beaucoup, Mme Applebaum. On devrait passer à notre série de questions. Merci. Le prochain sera M. Jesnevski. Merci, Pour 6 minutes. Président. Professeur Applebaum, Madame Applebaum, j'aimerais vous féliciter de faire partie de l'Université Johns Hopkins. Les politiciens et les anciens politiciens qui ont été corrompus par les intérêts de Russie, comme Nord Stream, qui a créé une dépendance dans l'Occident. Maintenant, nous voyons une nouvelle étape, le financement des ennemis à l'intérieur, les groupes fascistes et d'extrême droite dans les pays européens qui considèrent l'Union européenne et le libéralisme comme l'ennemi. Ils offrent l'appui à l'ADF, Action für Deutschland, le groupe de la droite. Si vous vous souvenez, Markus Frohnmayer a visité le Kremlin et a parlé de leur position dans le Bundestag, le financement des attaques terroristes en Europe, comme l'attaque sur un centre culturel hongrois par les suprémacistes blanc est payé par un député AfD du Bundestag avec l'argent du Kremlin. Les intellectuels ont publié une lettre ouverte dans The Guardian pour sonner l'alarme. Ceux qui brûlent les âmes et qui veulent incinérer nos libertés. Pouvez-vous nous dire ce qui est en danger avec ces prochaines élections? Les manipulations dont je parlais font bien sûr partie d'une gamme de questions plus larges, comme le sait d'ailleurs M. Pankowski. Il y a une attaque frontale par la Russie qui sème la zizanie pour créer des conflits ethniques dans l'Occident. Vous avez raison de parler de l'appui russe, mais il y a aussi beaucoup d'appui national pour les groupes extrême droite et leur idéologie. Ce n'est pas seulement les Russes. Dans les élections européennes, pour la première fois, je viens d'écrire quelque chose là-dessus, nous voyons que certains de ces groupes commencent à travailler ensemble de façon transfrontalière. Ils financent les projets des autres. En fait, il y a un nationalisme internationaliste, ce qui est certainement paradoxal. Toute l'extrême droite de l'Allemagne appuie l'extrême droite de la France, qui appuie l'extrême droite en Pologne. C'est quelque chose que nous verrons dans les élections à venir. Ce nationalisme internationaliste va travailler de façon commune avec des thèmes communs qui s'appliqueront dans toute l'Europe. C'est assez fascinant après l'incendie qu'il y a eu à Notre-Dame il y a quelques jours. Il y a eu des réactions semblables dans toute l'Europe. Ils utilisaient le langage des autres, donc c'est très répandu.
Merci, Monsieur Pankowski. Un rapport qui a été publié par des chercheurs à l'Université de Tel Aviv sur l'antisémitisme cite que l'augmentation dans les incidents d'antisémitisme ont augmenté par exemple de 70% en Allemagne. En France, ça augmente aussi, aux Pays-Bas aussi. Quel est le rôle des partis européens de l'extrême droite dans les pays industrialisés de l'Europe? Comment est-ce qu'ils aident à créer cet environnement antisémitique dans l'Europe occidentale et centrale? J'aimerais souligner le fait que l'antisémitisme est très important, mais ce n'est pas un discours de haine isolé. En Europe centrale, depuis longtemps déjà, nous voyons qu'une sorte de haine est accompagnée par une autre sorte de haine. Donc on parle rarement d'haine isolée qui vise un seul groupe. En fait, la montée du discours antisémitique illustre une tendance plus large qui, en fait, est une hostilité contre toute la démocratie et la diversité en général. Il y a une différence entre l'Europe occidentale et l'Europe centrale dans les détails de leurs expressions antisémitiques, surtout dans les pays de l'Europe occidentale. On voit beaucoup plus d'attaques physiques contre les Juifs. Il y en a moins en Europe centrale et en Europe de l'Est, parce qu'il y a en fait si peu de Juifs qui sont restés dans ces pays, en Pologne par exemple. Bien sûr, ça dépend des chiffres que vous voyez, mais il n'y a qu'à peu près 10 000 personnes qui restent. Javneski. La prochaine ronde, en fait, m'appartient pour 6 minutes. Merci. Je vais commencer, en fait, avec Mme Applebaum. Vous parlez des médias sociaux. On a eu quelques invités dans le passé qui ont parlé justement de l'impact et de l'amplification des médias sociaux sur la montée de l'autoritarisme. J'ai beaucoup aimé votre exemple de l'évolution de la circulation automobile. Mais cependant, quand on regarde du côté international, on a encore des différences au niveau des codes de la sécurité routière. On a différentes pancartes. Dans certains pays, on conduit à gauche. Dans d'autres pays, on conduit à droite. Donc, il n'y a pas de convention internationale non plus. Et c'est peut-être le problème qu'on peut voir avec les médias sociaux. Si on prend Facebook ou Twitter, juste pour nommer ces exemples, ils sont internationaux. Et donc, une action concertée qui a besoin d'être effectuée au point de vue international. De quelle manière on peut commencer à le faire, sachant la grandeur de ces empires de médias sociaux? La seule chose que je dirais, c'est que tout d'abord, l'Union européenne a mis sur pied ces règles sur la protection de la vie privée et on a forcé les entreprises à agir. Ces règles européennes se sont fait ressentir ailleurs dans le monde. Donc, ce n'est pas inutile d'aller de l'avant dans un pays. Bien sûr, ce serait beaucoup plus percutant et efficace si plusieurs pays agissaient de concert. Au Canada, par exemple, c'est voir si l'Amérique du Nord et l'Europe devraient être à titre de piliers de l'alliance de l'OTAN, devraient donc penser à mettre sur pied ou à ajouter un aspect qui porte sur la sécurité en ligne, sur la protection des renseignements personnels dans leurs règles. Donc, ce n'est pas inutile d'agir seul. Ça peut avoir une incidence, mais
élargir le concept de sécurité pour comprendre ce genre de règles protégerait toutes nos démocraties. Question à vous deux, en fait. Je commence par M. Penkowski, mais j'aimerais avoir votre opinion, Mme Applebaum. M. Penkowski, vous avez mentionné un parti qui s'appelle Confédération, je crois. Il y a aussi le parti Loi et Justice. Quand on regarde leur plateforme, vous avez mentionné qu'on sait ce qu'ils ne veulent pas. On sait ce qu'ils veulent empêcher, ce contre quoi ils veulent se lever. La question que j'aurais, c'est une question qu'on peut voir partout, en fait, dans les pays où il y a un tel mouvement, c'est qu'est-ce qu'ils veulent? Dans le cas de UKIP, par exemple, en Grande-Bretagne, ils veulent le Brexit. Ils l'ont eu et après ça, ils sont juste partis en nous laissant avec le chaos ou en laissant les Britanniques avec le chaos. Dans le cas de la Pologne ou dans le cas d'autres pays où on voit de tels partis, on sait contre quoi ils se lèvent. Ils sont créés contre un mouvement. Mais qu'est-ce qu'ils veulent au bout du compte? Ici, on parle d'une manière plus positive. Vous avez environ 1 minute et demie chacun, s'il vous plaît. Monsieur Penkowski pour commencer. Je pense que vous avez raison. Vous parlez de l'identité négative de ces mouvements. C'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus important que les propositions plus positives qu'ils proposent. Donc, ces mouvements défendent un pan bien précis de la communauté, le font par le biais d'une idéologie ethno-nationaliste. Mais au final, les communautés ethno-nationalistes sont définies par qui n'y appartient pas, par la construction, la reconstruction et la reproduction de l'image de l'ennemi. Les ennemis sont les minorités ethniques, les minorités religieuses, les opposants idéologiques, les minorités sexuelles également. Les cibles changent d'un mouvement à l'autre. On peut choisir parmi bon nombre de cibles. Mais l'idée de base est assez simple. C'est la haine de l'autre. Ce que ces groupes veulent, c'est le pouvoir. Donc, ils utilisent ce langage pour rassembler les gens autour d'eux. Ils veulent donc avoir le pouvoir ou partager le pouvoir comme on l'a vu en Italie. Ils veulent donc prendre le contrôle des institutions de l'État pour s'assurer de conserver ce pouvoir. On l'a vu en Hongrie, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe en Pologne. Ils n'ont pas encore réussi. Et d'autres partis d'extrême droite essaient de faire de même en Europe. Ils veulent donc avoir le contrôle. Ils croient qu'ils sont les seuls qui ont le droit de diriger dans leur pays. Et lorsqu'ils auront le contrôle, ils vont essayer de changer les règles pour conserver le pouvoir. Voilà pourquoi ils sont dangereux pour la démocratie. Bon, vous êtes à Londres. Pour ce qui est du Brexit, pourquoi est-ce que tous les leaders du Brexit sont partis sans essayer de forger ce qui s'en venait? Bon, il vous reste environ 20 secondes. Bon, en 20 secondes, d'accord. Ils sont partis car ils ne s'attendaient pas à gagner. Et lorsqu'ils ont gagné, ils n'avaient pas de plan. Ils n'avaient pas d'idée claire de ce à quoi ressemblerait le Brexit. À la toute fin, lorsqu'ils ont dû voter, ils ne s'entendaient pas entre eux, à savoir ce que ça voulait dire de quitter l'Union européenne et quelle devrait être la nouvelle relation avec l'Europe. Ils n'avaient pas d'objectif clair. C'est un commentaire très pertinent. La ronde appartient à M. Saini pour 6 minutes. Good morning. Thank you very much for being here. Professor Applebaum, Merci beaucoup, Madame Applebaum. Vous avez dit que l'hypocrisie lie les populistes entre eux dans un article que vous avez publié. Vous avez parlé de la République tchèque et il y a un homme qui emploie des étrangers. Vous avez parlé de Bourbon, qui a un programme de visa. Vous avez parlé de Kaczynski, qui contrôle une entreprise aussi. Ces gens ont accédé au pouvoir et ont rassemblé tous ces intérêts. Mais il doit y avoir un thème central qui explique pourquoi nous avons cette xénophobie. Prenez Orban, par exemple.
On se demande quel est le thème central qui lie tous ces gens. Monsieur Pankowski a dit qu'il n'y a pas tant d'immigration en Pologne, mais ça devient un thème central alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'immigrants. Et ils sont tout de même en mesure de gagner les élections en employant cet argument. Vous soulevez un point très important. Monsieur Pankowski avait raison. On parle d'antisémitisme dans des pays où il n'y a pas de juifs ou d'islamophobie dans des pays où il n'y a pas de musulmans. Voilà pourquoi tout cela se passe dans le monde irréel de l'Internet. On crée une menace fictive dans le pays et le mouvement se montre comme sauveur qui peut sauver le pays de cette menace. Les partis vont dire nous allons protéger la nation, nous la conserverons pure, propre. Et lorsque ces partis accèdent au pouvoir, ils martèlent encore plus sur cet argument. Et ils expliquent pourquoi ils peuvent être corrompus, entre autres. Donc, ils jouent avec les peurs des gens, la sécurité, la prospérité. Bon nombre de gens, maintenant qu'ils font partie d'une économie mondiale et un système d'information mondial, les gens perçoivent davantage de menaces qu'auparavant lorsqu'ils déambulaient dans la rue. Donc, il s'agit de gagner des élections en misant sur le psychologique. Monsieur Pankowski, prenez la nation Visegrad. Il y en a 3 qui tendent vers la Russie, mais ce n'est pas le cas pour la Pologne. Certains politiciens ont une certaine allégeance envers la Russie, mais je me demande pourquoi ce n'est pas la Pologne qui tend vers la Russie alors que tous les autres le font. Et cela comprend l'AfD en Allemagne, Matteo Salvini en Italie, mais la Pologne n'a pas complètement tendu la main vers la Russie. Eh bien, je vous dirais que l'histoire du pays explique en grande partie cela. Une partie de la droite nationaliste en Pologne est pour la Russie, est pro-russe, mais en gros, il y a eu de l'hostilité contre la Russie historiquement. Et ce mouvement est également fort. Il y a donc ces deux situations. Bon nombre ont exprimé en public leur hostilité envers la Russie. En même temps, on façonne l'idéologie politique en s'inspirant du régime actuel à Moscou. Cela ne fait aucun doute. Bien sûr, il y a cette hostilité envers la Russie d'un côté, mais d'un autre côté, on s'inspire très clairement de l'idéologie dont on fait la promotion en Russie. J'ai une question pour vous deux. L'article 7 a été invoqué contre la Pologne et la Hongrie. J'ai l'impression que l'Union européenne, en raison des règles du Parlement, les sanctions contre la Pologne et la Hongrie peuvent seulement être imposées de façon unanime. J'ai donc l'impression que cette situation est devenue normalisée en Europe lorsque vous considérez ces 4 pays. Mais l'article 7 a été invoqué, mais l'Union européenne ne peut imposer les sanctions. Donc, est-ce qu'il ne semble pas y avoir une normalisation pour ce qui est de la xénophobie? Et si oui, quelle est la solution en Amérique du Nord pour contrer ce mouvement? 40 secondes. Oui, tout à fait. C'est une description très juste de ce que l'on voit en ce moment. Malheureusement, oui, il y a une normalisation. L'Union européenne a accepté le fait que ces choses peuvent survenir. Au Canada,
Il faut poursuivre les discussions qui portent sur la démocratie libérale. C'est très important dans vos politiques étrangères. De plus, je mettrai l'accent sur ceci. Il faut réfléchir à l'Internet. Pourquoi est-ce que ces messages xénophobes et antidémocratiques se propagent si rapidement dans tant de pays en même temps? Je pense que vous pourriez jouer un rôle important pour changer cette réalité. Merci, Madame Appelman. Monsieur Sini. 1 minute pour Monsieur Sidou. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous deux. J'ai une question pour Professeur Applebaum. Récemment, vous avez publié un article sur l'influence de la Russie sur l'extrême droite en Allemagne. Vous semblez penser que l'influence de la Russie sur les puissances mondiales comme l'Allemagne, les États-Unis, fait partie des efforts visant à démanteler l'OTAN. Si c'est le cas, est-il temps, à votre avis, de moderniser l'OTAN si on veut que l'OTAN survive? Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il s'agit d'un objectif géopolitique de la Russie, c'est-à-dire de démanteler l'OTAN et l'Union européenne. Les troupes américaines, et faire sortir les troupes américaines et nord-américaines de l'Europe. L'assaut de la Russie en Occident n'est pas seulement militaire. Comme un membre de votre comité l'a déjà dit, il s'agit d'un assaut également à l'espace sur Internet. Pour protéger votre sécurité, il faut ajouter donc ces éléments dont j'ai parlé plus tôt au concept de défense. Oui, je pense que ce serait essentiel de le faire. Je vais partager mon temps avec mon collègue. Merci, Monsieur Sidou. Monsieur Pankowski, hier, c'était le 15e anniversaire de l'élargissement de l'Union européenne. Le même jour, des nationalistes d'extrême droite ont organisé une marche contre l'Union européenne à Varsovie. On disait que c'était la Pologne. On n'utilisait bien sûr pas le nom hébreu pour parler de la Pologne. Donc, lors de cette marche, il y avait plusieurs groupes antinationalistes. En 2015, on a utilisé toutes sortes de slogans, avoir une Pologne pure, entre autres. On a essayé d'interdire la marche, mais ça n'a pas réussi. Le gouvernement a participé à ces efforts. Des groupes néofascistes italiens ont également participé à la marche et d'autres visiteurs de partout en Europe. La journée d'indépendance de la Pologne devait être patriotique, mais on a brouillé les lignes entre le nationalisme, le patriotisme et le racisme aussi. Il n'y a plus de temps pour répondre à la question. Eh bien, j'apprécierais recevoir une réponse écrite à cette question. Merci, Monsieur la Présidente. Vu ce qui se passe en Pologne et en Hongrie, on a parlé du dernier livre de Madeleine Albright qui parle du fascisme. Monsieur Pankowski, pourriez-vous parler des ressemblances, des similarités entre l'Europe en ce moment et l'Europe avant la Deuxième Guerre mondiale pour ce qui est des luttes entre les grands pouvoirs, entre la Russie, la Chine et les États-Unis et ce qu'il faut faire à l'avenir vu ce qui se passe actuellement? Oui, eh bien, évidemment, il s'agit du genre d'analogie que l'on fait assez souvent ces jours-ci. Par contre,
je n'utiliserai pas trop cette analogie. Ici, nous ne sommes pas témoins de ce qui s'est passé en 1930. Toutefois, il y a des éléments de notre réalité sociopolitique qui peuvent être comparés à ce qui s'est passé dans les années 1930, des mouvements que l'on peut comparer. Si on accepte que le fascisme et la politique de l'homogénéité, bon, il y a eu des marches à Varsovie en novembre, il y en a eu une hier. Donc, il y a des similarités entre les idéologies. Il y a ces idéologies d'homogénéité totalitaire, idéologies d'hostilité contre les minorités. Ces idéologies sont bien présentes. Bon, on parle par exemple de la Pologne pour les Polonais. Ça ressemble à ce que l'on disait dans les années 1930. Et ce slogan représente l'hostilité contre toutes les minorités. Il y a un groupe qui a choisi son nom en s'inspirant du groupe Kemp dans les années 1930 et ce groupe a été banni en 1934 parce qu'il incitait à la haine. Aujourd'hui, un groupe du même nom avec la même idéologie peut marcher dans les rues de Varsovie après l'Holocauste au 21e siècle. Et à mon avis, c'est alarmant. Dans le contexte politique canadien, on parle de suprématie blanche. Ces termes ne devraient jamais être défendus par la société. Je me demande si, en utilisant ces termes, nous créons davantage de division. Et je me demande si nous utilisons mal ces termes. Des commentaires là-dessus, Monsieur Pankowski? Je suis désolée, c'est tout le temps qui vous était alloué, donc on pourra vous fournir des réponses écrites. Merci beaucoup pour d'excellentes présentations. Ça a été très intéressant. Et nous allons maintenant suspendre la séance pour environ 2 minutes, le temps de préparer le deuxième panel. Merci beaucoup.
On peut commencer maintenant, alors. Alors, merci beaucoup. On va maintenant commencer le deuxième panel et nous avons encore une fois deux invités. En premier lieu, ce sera M. Daniel Ziblatt, qui est en vidéo avec nous de Cambridge, Massachusetts. M. Ziblatt est professeur de la chaire Eaton de sciences du gouvernement et directeur par intérim du Minda de Gunsberg Center for European Studies de l'Université Harvard. Ses recherches portent sur la démocratisation, l'effondrement démocratique, les partis politiques, l'édification de l'État et l'économie politique historique, l'accent étant mis sur l'Europe du 19e siècle à nos jours. Il est le co-auteur du livre « How Democracies Die », qui a été référencé par plusieurs pendant le cours de cette étude. Monsieur Ziblatt, j'espère que je prononce bien votre nom. Bienvenue au comité. Et par la suite, nous aurons ici sur place professeur Michael Williams, qui est professeur en politique internationale à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Monsieur Williams est également chercheur principal au sein du Global Right Project. Ce projet vise à mieux comprendre le programme de politique étrangère internationale du conservatisme radical et son impact potentiel sur l'ordre mondial. En 2011, M. Williams a coécrit le livre « Security Beyond the State, Private Security in International Politics ». Alors, nous allons commencer avec M. Ziblatt de Cambridge pour environ 10 minutes. Merci. Great. Thank you very much, and thank you. Merci beaucoup. Merci de m'avoir offert la possibilité de vous parler aujourd'hui. Je suis désolée de n'avoir pu être là en personne. Voici la question. Est-ce que la démocratie libérale est en crise en Europe? Je vais vous donner deux faits que nous savons. Les scientifiques dans les humanités sont rarement d'accord, mais il y a deux choses sur lesquelles ils sont d'accord. Toutes les démocraties ne meurent pas. Quand une démocratie est en place depuis longtemps, il y a moins de chances qu'elle ne soit brisée. Les démocraties riches où les citoyens ont 22 000 $ par an ne se brisent pas. Cela veut dire que l'Europe, surtout le centre occidental, devrait rester solide. Mais la façon dont les démocraties meurent ont changé. Pendant le XXe siècle, elles mouraient aux mains de ceux qui portaient des armes. C'était des coups militaires. Aujourd'hui, les démocraties meurent de façon beaucoup plus subtile. C'est les présidents et les premiers ministres, les élus qui utilisent les outils de la démocratie pour la miner, les plébiscites, les référendums, les élections, etc. Chavez, Poutine, Erdogan en Turquie et Orbán en Hongrie ont tous fait la même chose. Ce qui est très insidieux avec cette façon d'arriver à l'autocratie, c'est qu'elle se passe derrière la façade d'une démocratie. Il n'y a pas de chars dans les rues, il y a des élections, les parlements continuent à fonctionner. Beaucoup de citoyens ne comprennent donc pas ce qui se passe jusqu'au moment où il était trop tard. En 2011, 12 ans après les premières élections de Hugo Chavez, la plupart des citoyens au Venezuela croyaient encore qu'ils vivaient dans une démocratie. Est-ce que ceci pourrait se produire en Europe? Comme j'ai déjà dit, ça s'est déjà produit dans l'Est de l'Union européenne avec Viktor Orbán. En 2010, il a été élu de façon légale et constitutionnelle et démocratique, mais avec une super majorité dans les 9 dernières années.
Il a suivi un chemin qui a mené au livre de mon collègue sur la mort des démocraties. Ils ont appris à jouer le jeu politique. Ils ont mis de côté les rivaux et ceux qui les critiquaient. Ils ont changé les règles électorales pour continuer à gagner. C'est une feuille de route qui a été répétée en Pologne avec peu moins de succès. Mais qu'en est-il pour le monde occidental? Ces démocraties sont plus riches et plus anciennes. Mais le fait que les démocraties meurent aux urnes indique peut-être que c'est un monde nouveau, avec de nouvelles règles. Des systèmes de droite maintenant sont soit élus, soit presque élus, ou se retrouvent au Parlement pour la première fois. Cette année, le parti Vox de l'Espagne a gagné des sièges au Parlement. C'est la première fois qu'il y a des gens de l'extrême droite au Parlement depuis Franco. Nous avons la même chose qui se produit en Allemagne. Si ces partis regagnent le pouvoir sans partenaire de coalition, est-ce qu'ils vont causer les mêmes dégâts à la démocratie que nous voyons en Pologne et en Hongrie? Je pense que oui. Une condition de nouvel ordre démocratique après la Deuxième Guerre mondiale qui a duré après l'Allemagne fasciste et après le régime de Franco a été basée sur une droite centrale. Le conservateur Franz Josef Strauss de Bavière a dit « Pour que la démocratie survive, il ne peut pas y avoir de parti à la droite de l'Union chrétienne démocratique, la CDU Allemagne. » Mais maintenant, on a l'Aktion für Deutschland au Bundestag et c'est un parti de l'extrême droite qui a déséquilibré le Parlement allemand. Il y a deux questions importantes qu'il faut prendre en compte. Comment savons-nous que ces partis menacent vraiment la démocratie et n'expriment pas simplement les voix marginalisées qui pourront être intégrées dans un système démocratique stable? Nous devons avoir des critères pour évaluer si ces partis ou certains hommes et femmes politiques représentent une menace à la démocratie. Nous avons travaillé pour établir un test pour évaluer les partis avant qu'ils ne soient élus. C'est critique parce que si les démocraties vont mourir aux urnes, il faut identifier les partis qui pourraient menacer la démocratie avant qu'ils ne soient élus. Nous proposons 4 critères. Premièrement, est-ce que la personne politique rejette les règles du jeu? Est-ce qu'il conteste la légitimité des élections, de la Constitution? Est-ce qu'ils appuient des moyens extra-constitutionnels d'apporter des changements? Critère numéro 1. Numéro 2. Est-ce que le parti ou la personne politique nie la légitimité de leurs adversaires? Est-ce qu'il les appelle subversifs, traîtres ou criminels? 3. Est-ce que le parti encourage ou tolère la violence? Est-ce qu'ils sont alignés avec des militants violents? 4. Est-ce que le parti ou le politicien semble prêt à réduire la liberté d'expression ou les médias? Donc, si même un de ces critères est retrouvé, nous devrions nous inquiéter. Et il y a des partis de la droite européenne qui répondent à ces critères et qui représentent donc une menace à la démocratie. Deuxième question. Qu'est-ce qui a causé cette nouvelle vague de partis radicaux et illibéraux? On se base souvent sur 2 facteurs pour expliquer ce qui s'est passé, les facteurs économiques et les facteurs culturels comme l'immigration. Les analystes disent souvent que l'inégalité économique croissante et le chômage ont augmenté la marginalisation de certains groupes. Mais dans un pays comme la Pologne, qui a eu une croissance économique soutenue depuis le début des 2000 et qui a échappé à la crise financière, a non seulement un parti de l'extrême droite qui existe, mais qui est même au pouvoir.
et en Espagne, qui a souffert beaucoup de la crise de 2018 et qui avait des taux de chômage qui étaient jusqu'à 26%, n'a pas eu ces partis radicaux au Parlement jusqu'aujourd'hui. Donc le facteur économique est important, mais pas primordial. Il y a aussi des raisons culturelles. Le nombre d'immigrants en Europe a augmenté et la droite radicale a pu s'épanouir à cause de cela. Mais là aussi, il y a des paradoxes. Les endroits où la droite radicale a mieux réussi, l'Hongrie et la Pologne, sont les pays où il y a le nombre le plus faible d'immigrants. En Espagne ou en Allemagne, où plus de 10% de la population est immigrante, il y a eu beaucoup moins de mouvements radicaux de la droite. Dans des pays, en Allemagne par exemple, c'est là où il y a moins d'immigrants qu'on voit le plus de radicalisme. Et là où il y a le plus d'immigrants, il y a beaucoup moins de radicalisme. Donc ce n'est pas que l'immigration n'a pas d'importance. Mais il y a un troisième facteur qui en fait est plus important d'après moi, plus important que les autres. La réussite de la droite européenne trouve ses racines dans la défaillance des partis traditionnels. Par exemple, premièrement, les partis sociodémocratiques et les partis travaillistes sont passés vers le centre. Par exemple, la Neue Mitte de Gerhard Schröder et le New Labour de Tony Blair sont passés vers le centre et ont laissé beaucoup de travailleurs, beaucoup d'électeurs de la classe travailleure n'avaient plus chez eux dans le parti travailliste. La nouvelle gauche n'offrait rien de différent et a laissé tout un groupe d'électeurs avec des sentiments d'avoir été abandonnés. Ils étaient donc disponibles pour les populistes de la droite. Comme la centre-gauche s'est déplacée vers le centre sur les questions économiques, beaucoup de partis qui étaient un peu à droite de la centre ont offert de nouvelles idéologies culturelles et sont devenus plus durs envers l'immigration. Dans les années 90, les politiciens de la droite centrale parlaient de la menace d'immigration, des slogans nationaux. Excusez, mais je vais vous demander de conclure votre présentation dans quelques 10 secondes peut-être. Oui, merci. Dans l'esprit des électeurs, quand la droite n'a pas pu livrer la marchandise, ils étaient prêts à écouter la droite populiste. Donc la démocratie est vulnérable. Le ciel ne nous tombe pas encore sur la tête en Europe, mais il est plus sombre qu'avant. En tout cas, la montée de la droite n'a pas de cause économique. Les partis traditionnels peuvent s'attaquer aux problèmes des électeurs et peuvent lutter contre la droite radicale. Et on a un temps très limité pour les présentations et surtout les questions et réponses par la suite. Je vais passer la parole maintenant au professeur Michael Williams pour environ 10 minutes. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you, everyone, for the invitation to speak to you. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'avoir invité de vous parler aujourd'hui. C'est une question très importante et je suis très content de vous voir la prendre tellement au sérieux. Je ne vais pas répéter ce que vous savez tous. Je vais revenir sur le dernier point du professeur Ziblatt. Je veux qu'on comprenne mieux ce qui se passe en Europe et dans le monde. Il y a une nouvelle lutte idéologique. Ce qui est en train de se produire maintenant n'est pas simplement un populisme mal défini. Ce n'est pas une question de problème économique. Ce n'est pas une remontée du fascisme. Ce que nous voyons est beaucoup plus compliqué et en fait a ses racines dans une série de stratégies politiques et culturelles qui s'établissent depuis des décennies, plus de 2 décennies, et c'est au niveau idéologique que nous devons nous y prendre si nous voulons comprendre comment tout cela s'est produit. Un des plus grands problèmes qui nous empêche de comprendre ce conservatisme de droite, c'est que nous répondons toujours
retombons sur des clichés comme le populisme et le fascisme. Le populisme est un terme très facile parce que c'est ce que nous voyons. On voit qu'il y a la montée du peuple, mais c'est mal défini. Le fascisme ne décrit pas vraiment ce qui se produit du côté de la droite radicale en Europe. Nous pouvons comprendre le populisme de façon beaucoup plus systématique et c'est de la façon que les idéologues du populisme moderne l'ont compris. Il y a deux axes. Premièrement, un axe vertical qui passe du peuple aux élites. Tous les populistes font cette différence. Le peuple, c'est nous, et les élites sont les autres. Il y a aussi un axe horizontal, une division entre le peuple et ceux qui n'appartiennent pas au peuple. Les mouvements populistes sont forts parce qu'ils parviennent à combiner ces deux axes, la façon dont les élites et les autres sont fusionnés. Si nous regardons l'extrême droite actuelle en Europe, ce qui est très intéressant, c'est que cette fusion a pu se produire. L'adversaire est devenu la globalisation libérale. Donc, à l'interne, c'est les élites libérales qui s'attaquent aux intérêts du peuple. Ces élites libérales sont globalisées. Ils représentent le capital global, ils représentent les organismes de droits de la personne internationale, ils résident dans les ONG, ils viennent de l'extérieur et ils font des liens. L'idéologie du populisme de la droite radicale est maintenant basée sur cette fusion de l'axe vertical et horizontal. Elle s'oppose au libéralisme global, la globalisation libérale, si vous voulez. On l'a vu en Europe, on la voit en Europe depuis 1968, mais en fait, elle a pris de la puissance dans la dernière année. Ce ne sont pas des spasmes chaotiques. Il faut les voir comme faisant partie d'une lutte idéologique qui est perçue par les populistes comme étant culturelle. L'attaque sur la culture globale est enracinée dans son orientation culturelle. La culture nationale est perçue comme étant menacée par des valeurs internationales globales rattachées au libéralisme. Ce que la droite libérale essaye de faire, c'est de créer un mouvement idéologique qui englobe plus qu'un État. Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est très international. On veut former une série de mouvements. Et on le fait de façon pan-européenne, mais également peut-être d'une façon pan-occidentale. À un certain niveau, il s'agit d'une idéologie de civilisation. La meilleure illustration, Matteo Salvini. Il fait cet argument de façon très explicite. Il le fait également avec une alliance avec Alexander Dugin en Russie. Et on peut créer le lien également avec Steve Bannon. Vous en avez probablement entendu parler. Steve Bannon a fondé l'Académie pour l'Occident judéo-chrétien. Il s'agit d'une école de formation intellectuelle pour des conservateurs radicaux, des universitaires, des décideurs et des bureaucrates aussi. Cela se reflète par l'école qui a commencé à Lyon avec Marianne Le Pen. Et le programme, l'objectif est le même plutôt. Donc, ce que l'on voit ici, ce n'est pas seulement le chaos. Non, nous sommes témoins d'une lutte politique et idéologique. C'est une lutte
qui n'est pas seulement illibéral. C'est le plus grand problème ici. Cela se manifeste par le libéralisme illibéral. On veut défendre les valeurs libérales, la laïcité, la liberté de parole. Et il faut employer des mesures qui ne sont pas libérales pour atteindre ces objectifs qui sont utilisés contre les civilisations qui sont menaçantes selon ces groupes. Par exemple, contre l'islam. Il y a une coalition entre ces mouvements. Il y a beaucoup de tensions. Ici, on ne parle pas en fait d'un bloc uni. Mais ce que nous voyons, c'est qu'on vise à mettre sur pied un mouvement politique et idéologique qui comprend bien ce qu'il fait. On emploie une rhétorique politique qui est bien structurée. Et systématiquement, on vise à attaquer les valeurs libérales et mondiales en liant le tout à ce qui se passe sur le terrain. Comment s'y attaquer? Eh bien, il faut prendre ces mouvements au sérieux à titre d'idéologie, mais également à titre de lutte sociale. Nous avons le signal qu'il y aura un vote à 10h35, ce qui veut dire que j'aimerais qu'on puisse continuer jusqu'à environ 10h20, ce qui va vouloir dire 3 minutes pour 3 intervenants, donc environ 10 minutes. Est-ce que nous pouvons avoir le consentement unanime pour procéder de cette manière? Consentement unanime est obtenu? Parfait. Merci beaucoup. Alors, nous allons avoir 3 minutes par partie. 3 minutes, oui. Donc, je vais commencer avec vous, Mme Cousy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ziblatt, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je suis une de vos fans. J'ai lu votre livre. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Donc, j'ai l'impression de m'adresser au Brad Pitt de la démocratie en cette journée de mon anniversaire. C'est vraiment emballant. Je savais que vous seriez ici. Voilà pourquoi j'ai apporté le livre. J'ai même pris des notes. Je suis vraiment emballée. Merci à la greffière de l'avoir invité. Je n'ai que 3 minutes. J'aime beaucoup votre évaluation des 4 facteurs pour évaluer un comportement autoritaire. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps, donc peut-être que vous pourrez me fournir une réponse par écrit. J'aimerais bien que vous procédiez à une évaluation du gouvernement canadien. Récemment, nous avons été témoins d'un rejet des règles démocratiques. On est prêt à miner les libertés civiles. Donc, j'aimerais bien que vous nous envoyiez une évaluation du gouvernement du Canada. J'aimerais parler d'un autre concept dont vous n'avez pas parlé dans votre exposé, mais ça se retrouve dans votre livre. Donc, ça s'appelle forbearance en anglais. Par exemple, on utilise l'attribution de temps pour diminuer le temps de débat. Donc, c'est la tolérance, en fait, ou la prorogation. Ce qui est encore plus bouleversant pour moi, je suis la vice-présidente du comité PROC et nous avons étudié une affaire. Il s'agissait d'un affront au Parlement, mais le gouvernement disait que ce n'était pas le cas, mais dans le rapport final, on a changé un peu le libellé. Alors, comment éliminer l'intolérance? La tolérance. Comment éliminer la tolérance? Comment on appuie la tolérance, plutôt? La tolérance, c'est une règle non écrite. Il faut faire preuve de retenue. Toutes les entités politiques ont besoin de règles non écrites. Les parlements, les organisations internationales ont besoin de ces règles non écrites. Donc, il faut imposer des limites au pouvoir, s'imposer des limites. L'élimination de la tolérance est faite par la polarisation.
Lorsque différentes opinions sont menaçantes, on va utiliser des mesures extrêmes pour les faire taire. Donc, la polarisation, c'est un peu l'érosion de la tolérance. Les partis politiques se considèrent comme étant des ennemis politiques. Donc, on le voit, par exemple, au Parlement allemand avec la droite radicale. Des procédures parlementaires sont utilisées pour exclure la droite radicale du débat. La droite radicale, maintenant, peut pointer du doigt les partis plus libéraux et dire ce n'est pas nous qui ne respectons pas les règles. Les gens doivent donc faire preuve de retenue, car les institutions peuvent en payer le prix lorsqu'on ne fait pas preuve de retenue. Ici, on ne parle pas seulement de gagner ou perdre les élections, on parle de la viabilité et de l'avenir de nos institutions. Nous avons donc besoin de tolérance. J'aurais bien aimé avoir 2 heures. Zyblatt. Maintenant, M. Djevneski pour 3 minutes. Merci. Messieurs Williams et Zyblatt, nous voyons comment la démocratie est morte en Allemagne dans les années 1930. Il y a eu des conséquences tragiques. D'autres vont dire que la démocratie est morte en Hongrie, peut-être aussi en Pologne. Et nous sommes témoins d'une chose qui n'a pas de précédent historique. La professeure Applebaum a parlé du populisme à l'international et le professeur Williams en a parlé dans son exposé liminaire. On tente d'obtenir le contrôle du Parlement européen. Les États démocratiques peuvent mourir au scrutin. Donc, croyez-vous qu'il y a un danger que l'Union européenne meure aux mains de ces efforts? Eh bien oui, il faut en parler. Je pense que les gens sous-estiment cette menace. Bon, on dit qu'on va gagner 170 sièges dans un Parlement où il y a plus de 500 membres. Donc, bon nombre de gens vont dire ce n'est pas trop grave, mais non, c'est sérieux. Le Parlement a été dominé par le groupe de centre-droite, EPP. Ces groupes s'organisent et le professeur Williams en a parlé. Donc, l'Union européenne pourrait devenir dysfonctionnelle. Je pense que l'Union européenne n'est pas une démocratie. Ses États membres sont des démocraties. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y ait un démantèlement de l'Union européenne organisé par ses États membres. Il faut donc se concentrer sur le niveau d'euroscepticisme chez ces partis. Monsieur Williams, c'est là où l'analogie avant-guerre devient difficile. Ces organismes ne se considèrent pas comme étant antidémocratiques. Je suis tout à fait d'accord avec ce que le professeur Zyblatt a dit. On dit que l'Union européenne est antidémocratique. On a un marché libre radical et il faut donc s'y opposer au nom de la démocratie. C'est un problème pour ceux qui défendent l'Union européenne. Le statut démocratique de l'Union européenne devient un problème si vous utilisez cette définition de la démocratie comme le fait l'extrême droite. Donc, il ne faut pas seulement considérer ces groupes comme antidémocratiques, car ces groupes vont rejeter cette étiquette. Ils vont dire non, ce que nous essayons de faire, c'est de sauver la démocratie de ces institutions élitistes antidémocratiques qui n'ont aucun lien avec nous. Et donc, le dilemme en Union européenne, c'est de trouver une réponse à cela qui soit efficace. Merci beaucoup, Monsieur Williams. De mon côté, I'd like to have J'aimerais recevoir des réponses des 2 témoins. Je vais commencer avec le professeur Zyblatt. On veut délégitimiser les opposants. C'est utilisé par les partis autoritaires. Si nous voulons protéger et renforcer la démocratie libérale, nous devons renforcer les structures et les institutions. Si nous renforçons la liberté de presse, nous renforçons la validité des décisions qui doivent être prises. Mais ça pourrait être utilisé par ces partis
pour faire la promotion d'une opinion élitiste qu'on combat. Donc, comment s'attaquer à ces arguments qui sont utilisés pour délégitimiser le processus? Professeur Zyblatt, et j'espère que le professeur Williams aura également le temps de répondre. Je serai bref. Lorsque des partis politiques ne respectent pas les règles démocratiques, les réponses ne sont jamais faciles car cela soulève différents dilemmes. Est-ce qu'il faut traiter ces partis comme illégitimes, mais peut-être que vous allez renforcer leur attrait, ou est-ce qu'on les ignore et courir le risque qu'ils deviennent plus populaires? Donc, il y a une série de mauvais choix et de choix qui sont pires que les autres. Il faut agir de façon tolérante. Il faut traiter ces autres partis comme légitimes, car les gens ont voté pour eux. Mais il faut gagner contre eux aux élections. Vous pouvez gagner une élection et envoyer un message à ces partis comme quoi ce qu'ils font ne fonctionne pas. Ça limitera leur accès aux institutions. Mais ensuite, il ne faut pas former de coalition avec ces partis. Monsieur Williams, ce qui est essentiel ici, et vous le savez beaucoup mieux que moi, la rhétorique politique. Il ne faut pas permettre à la droite de façonner chaque question pour qu'elle corresponde à son idéologie. Il ne faut pas permettre à ces partis d'occuper le paysage politique. Si on se fait prendre au jeu, bon, vous savez, ces groupes ont une rhétorique, ont un cadre idéologique. Ces groupes savent très bien ce qui fonctionne pour eux. Je vais vous donner un exemple que j'aime beaucoup. Ça vient de M. Steve Bannon et il dit: lorsqu'on m'interviewe, j'attends que la personne dise identité et lorsque ça arrive, donc voilà. Dans le premier panel ou le deuxième panel, s'il vous plaît, les envoyer à la greffière d'ici vendredi à midi. I would like to thank both our guests today. J'aimerais remercier nos témoins. Désolée, la séance a été plus courte. N'oubliez pas la réunion du sous-comité du programme de la procédure qui va se tenir le 6 mai, donc lundi à 12h15. La date limite pour les questions écrites pour les témoins du 30 avril dernier, donc de mardi, c'est aujourd'hui, c'est 17h. Hein? Ça, c'est pour les témoins de mardi passé. Également, faire parvenir ça par écrit à la greffière. Et également, nous aimerions que vous confirmiez d'ici demain, encore une fois à la greffière, votre présence pour le déjeuner du 8 mai, qui se trouve à être avec le représentant du Comité des affaires étrangères de la Lettonie. Voilà. Alors, merci beaucoup et merci à nos témoins. Et la séance est ajournée.